Bonsoir, une nouvelle Attitude 91 version économie, la première évidemment de ce début d'année. Et nous nous trouvons dans les locaux de la CCI avec son président Thomas Chaudron. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Et meilleurs vœux bien sûr. Meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs. À propos de vœux, je rentre brutalement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous souhaiteriez d'offensif pour les chefs d'entreprise et les dirigeants essonniens? De la réussite, parce que c'est ce qu'on souhaite tous les ans à tout le monde. Cette année, je pense que le sujet majeur, important, ça va vraiment être celui du cash, de la trésorerie. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sait, 2011 déjà a été une année économiquement compliquée. 2010 l'était aussi, enfin depuis 2008, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, vous le connaissez comme moi. Et cette année, vraiment, je crois que on arrive au bout de la capacité pour beaucoup d'entreprises à financer non seulement leur croissance, mais même leur activité réduite. Donc ce qu'il faut pouvoir souhaiter cette année, c'est de la trésorerie pour les entreprises, je pense. Alors, bon, on va faire un petit retour en arrière, ce qui était un pléonasme d'ailleurs. Vous avez été catalogué comme président de transition à un moment donné. Manifestement, les gens ne croient plus que vous soyez uniquement de transition. C'est pas que j'étais catalogué, c'est moi-même qui l'avais annoncé. Je vais faire aussi un retour en arrière, comme ça on va faire deux pléonasmes en un. L'été dernier, mon prédécesseur, Gérard Huyot, est le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, Éric Cantarel, décide de démissionner, pas tant lié à la Chambre, mais à cause d'un problème avec la faculté des métiers, on pourra sans doute y revenir. À ce moment-là, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises et mes confrères élus ici dans cette Chambre me font l'honneur de me désigner et de voter pour que je puisse être président. Mais bon, j'ai beaucoup d'activités par ailleurs, j'ai des entreprises, j'ai une vie familiale aussi, j'ai pas mal d'autres engagements et j'avais annoncé à ce moment-là que mon souhait de pouvoir assumer ce mandat, mais l'assumer effectivement en disant dans une période de transition. Transition pourquoi? Transition parce qu'il y avait besoin, suite au départ de Gérard, de retrouver un projet. Gérard Huyot était président depuis 2005. Il connaissait très bien cette maison, il savait où il nous emmenait. À partir du moment où il y a un nouveau président, il fallait aussi redessiner un nouveau projet. C'est ce que nous avons fait depuis le mois de septembre, où les collaborateurs de la Chambre de commerce, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie ont travaillé ensemble à redéfinir un nouveau projet qui sera voté dans la toute prochaine semaine. Et puis par ailleurs, transition aussi pour faire en sorte que à la faculté des métiers, cette superbe outil de formation puisse s'en tirer, s'en sortir. Donc, moi, j'avais dit que c'était un mandat de transition, je l'assume, je n'ai pas vocation à faire l'intégralité du mandat qui reste encore, c'est-à-dire 4 années. Par contre, ça ne va pas se faire dans la précipitation, ça se fera comme il faut pour que les choses se passent naturellement. Donc, je sais qu'on a souvent l'habitude dans ce pays de ne pas croire quand les décideurs disent qu'ils vont faire quelque chose. Moi, je l'avais annoncé, c'est comme ça que ça se passera. D'accord. Vous évoquiez donc à deux reprises la faculté des métiers, ça va être une sorte de catalyseur à la démission de Gérard Huyot et d'Éric Cantarel. Il y a du positif maintenant. Oui, on est reparti vraiment sur des bonnes bases. Alors bien sûr, le sujet était extrêmement complexe. Problèmes financiers, problèmes d'organisation, problèmes sociaux très très larges, problèmes de gouvernance. On a réussi, et quand je dis on, c'est non seulement les organismes qui co-gèrent à la Chambre des métiers, l'artisanat et la CCI, mais aussi les pouvoirs publics, que ce soit l'État qui s'est impliqué dans le dossier, que ce soit la région, que ce soit aussi les collaborateurs et les syndicats de salariés qui siègent dans ces instances-là. On s'est tous mis autour de la table et je crois que tout le monde a pris conscience que la situation était très 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 critique et quasiment désespérée. Et c'était vraiment il y a une réunion qui s'est tenue, une table ronde chez le préfet le 1er septembre et je crois que tout le monde là s'est dit les choses clairement et s'est dit qu'on n'avait pas deux solutions pour sauver la faculté des métiers. Tout le monde s'est mis au boulot. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une voie favorable, tant sur les questions financières que d'organisation. Alors bien sûr, il va y avoir des décisions lourdes et contraignantes qui vont être à prendre et qui ont déjà été prises. Mais aujourd'hui, je pense je suis très optimiste quant à la capacité collective de sauver la faculté des métiers. Ouais. Je suis certain que vous allez dire ça de toute façon. À la France, c'est une chose. Notre département, il en fait partie. Et là, je m'adresse au président de la CCI. Qu'est-ce qu'il faudrait pour véritablement booster les entreprises essonniennes? On a un département très contrasté. On a le nord du département très industriel, avec des enjeux qui sont très différents du sud, beaucoup plus rural, beaucoup plus agricole. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un sujet majeur, c'est le Grand Paris.
il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'Essonne, qui est à la fois dans le Grand Paris et à la fois en dehors, parce que les décideurs politiques dans cette région considèrent que oui, le Nord, ça va bien, quoi, ça va bien avec la petite couronne, par contre le Sud, c'est autre chose. Il faut faire en sorte que tout le territoire essonnien puisse bénéficier de ce projet nouveau, très novateur, et qui va amener beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois, beaucoup de développement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'intégralité de l'Essonne, et pas seulement le Sud vu comme une réserve d'Indiens avec du foncier et puis une qualité de vie, et puis le Nord dans lequel il y aurait tous les investissements et tout le transport. Il faut arriver à faire en sorte que tout le territoire soit... C'est justement ce qui fait peur aux gens du Sud, si je puis dire. C'est qu'on parle sans arrêt du Nord, du Nord, du Nord. À Paris, dans la capitale, lorsqu'on parle de l'Essonne, on parle surtout du Nord. Et il n'y a qu'ici qu'on essaye de mêler les deux. Et... c'est bien pour ça que je vous dis que le sujet prioritaire qu'on a à traiter, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas un déséquilibre dans ce département. Naturellement, le département ne sera pas équilibré. On a des intérêts, des enjeux et des atouts différents au Sud et au Nord. C'est une particularité, mais c'est aussi un atout. Faire en sorte qu'on ait un territoire vaste, avec des terres agricoles, c'est un vrai enjeu pour l'avenir, avec une qualité de vie on le voit ici quand on a la cérémonie des papilles d'or chaque année où on remet au meilleur commerce de bouche. C'est vraiment le sud du département qui a les principaux lauréats. Donc c'est pas le sud avec une qualité de vie et le nord avec les emplois, c'est faire en sorte que partout on ait de l'emploi, de la qualité de vie, des transports qui fonctionnent, c'est ça l'enjeu. D'où l'intérêt que tous les élus de tous bords politiques soient vraiment liés dans la même démarche. Oui, mais je pense qu'on ne va pas faire de politique ici. Je pense que cet enjeu-là, il est partagé par tout le monde. Si on défend l'Essonne, on défend toutes l'Essonne. Alors, on va parler des présidentielles quand même, parce qu'on a deux principaux candidats. On ne sait pas très bien dans quel domaine ils veulent véritablement se lancer en priorité, parce que les programmes ne sont pas, sinon affinés, disons, médiatisés suffisamment. Du côté de François Hollande, on attend, et du côté de Nicolas Sarkozy, on attend qu'il se déclare officiellement candidat. Alors, on va prendre le cas de la TVA sociale. Bonne année, meilleure TVA, le financement de notre protection ne peut plus reposer principalement sur le travail, si facilement délocalisable. Il faut alléger la pression et le travail, faire contribuer financièrement les importations qui font concurrence à nos produits avec de la main-d'œuvre à bon marché. J'écouterai les propositions des partenaires sociaux, invités à un sommet emploi dans pas longtemps, le 18 janvier, puis nous déciderons. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy a rouvert son piternel débat sur cette TVA sociale que François Hollande a promis de son côté d'abroger. Vous, en tant que président de la CCI, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce débat-là, il est nécessaire et obligatoire de l'ouvrir. Alors, avant les présidentielles, après, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il le ferait en 2007, il le fait aujourd'hui. Passons. En tous les cas, ma conviction, c'est que le modèle social dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui a été bâti au sortir de la guerre, en 45, 46, 47, comment peut-on considérer en 2012 que les décisions qui ont été prises à l'époque sont encore les bonnes? Ce modèle-là, il était adapté à une période de reconstruction, une période de croissance, une période d'industrialisation de la France, et sauf à considérer qu'on est toujours dans le même modèle qu'il y a 70 ans, je crois qu'on ne peut plus marcher comme on était avant. Le modèle social français, Alain Minc avait dit que le AAA c'était notre trésor national. Je crois que le modèle social c'est aussi notre trésor national, on y est tous attachés. Donnons-nous les moyens de le sauver, de le pérenniser, voire de le développer avec les nouveaux enjeux qui sont devant nous, que ce soit la vieillesse, la dépendance ou un taux d'industrialisation beaucoup plus faible. Donc la TVA sociale, c'est pour moi une des réponses, parce que faire peser sur le travail les cotisations sociales et la sécu en général, c'est plus possible. C'est plus possible. Ça marchait à l'époque où on arrivait à financer par le travail la croissance, le pouvoir d'achat et la protection sociale. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance. Par le travail, on sait à peine financer, on arrive à peine à financer le développement du pouvoir d'achat, et donc la protection sociale, on est obligé de bouger. Moi, je crois que c'est une très bonne chose d'ouvrir ce débat, parce qu'il faut qu'on arrive et qu'on ne reste plus sur ces dogmes qui sont ceux, encore une fois, du siècle dernier. Alors pourquoi entend-on tout et son contraire? Alors d'un côté on dit ça va arranger uniquement les entreprises, de l'autre côté on dit non, les salariés quand même vont pouvoir en bénéficier. Manuel Valls par exemple, qui estime que cette TVA sociale, qu'avec elle on tue toute possibilité de reprise. Oui, mais il faut voir, d'abord le débat va être ouvert, il faut voir ce qu'on entend par TVA sociale. C'est sûr que TVA, la gauche considère que c'est l'impôt le plus injuste parce qu'il touche autant le chômeur que le milliardaire. Maintenant, moi, mes convictions, c'est que si jamais on baisse le coût du travail, on le baisse à la fois
pour les entreprises, mais pour les salariés, puisque les charges sociales épaissent à la fois sur la feuille de paye comme sur les charges d'entreprise. Il faut baisser l'ensemble et faire en sorte que les importations puissent contribuer à ce financement-là, sinon on ne s'en sortira pas. Tous les ans, on vote des budgets de la Sécu en déficit, avec des plafonds qu'on arrive à peine à tenir, c'est plus possible. Enfin, Manuel Valls est quand même quelqu'un d'intelligent. Arnaud Montebourg, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est également quelqu'un de relativement intelligent. Lorsque Montebourg déclare que ce dispositif de TVA sociale, c'est une escroquerie, c'est pas simplement pour faire un effet d'annonce. Non, mais la mondialisation, c'est peut-être une escroquerie aussi. Monsieur Montebourg a une perception un peu délicate parfois des aspects économiques. Moi, je peux vous dire dans nos entreprises que quand vous payez un salarié, quand vous l'employez avec un salaire de 100 brut, et que lui, vous, tous les collaborateurs, tous les salariés touchent que 80 en net, c'est que vous enlevez 20 de charges sociales. Ça pèse sur les salaires. Et que quand vous payez un salaire de 100, moi dans mon entreprise, c'est quasiment 170 que ça coûte avec les charges patronales. Ce coût-là, aujourd'hui, avec un chômage structurel élevé comme on a dans notre pays, qui ne va pas se résorber dans les mois qui viennent, on ne peut plus le financer. Ça fait des années qu'on le sait, on n'a rien fait. Aujourd'hui, il faut bien bouger. La TVA sociale, c'est sans doute qu'un des maillons d'une réforme plus large de la fiscalité qu'il y a à faire, mais il faut aussi agir là-dessus. On ne peut plus continuer encore une fois. C'est juste une question de bon sens. Ça fait des années et des années que l'on vote, que le Parlement vote des budgets de la sécurité sociale comme du pays en déficit. Là aussi, on ne peut plus continuer là-dessus. Aucune entreprise ne peut vivre à crédit durablement. Aujourd'hui, ça devient un sujet majeur. Eh bien, il faut trouver des solutions. Transférer une partie de ces cotisations sociales qui pèsent sur le travail aujourd'hui sur la consommation, moi, je trouve que c'est une réponse de bon sens. Après, les modalités pratiques, le taux qui sera appliqué, la répartition entre les charges patronales et sociales, ça, c'est un débat politique. Mais sur la question de fond, est-ce qu'il faut le faire? Ma réponse est clairement oui. À propos de l'entreprise, vous êtes PDG de Mécanalul, c'est une société spécialisée en gros dans les cloisons. C'est une entreprise qui est installée à Dourdan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous discutez de ce genre de thème, TVA sociale, avec vos salariés. Non, aujourd'hui, le débat, il n'est pas là. Mais par contre, je me souviens, à la fois en 2007, parce que les périodes de campagne présidentielle sont des moments un peu privilégiés pour faire émerger des débats. Alors si les débats portent sur les questions économiques, on se souvient qu'en 2002, c'était plutôt la sécurité et autres. En 2007, il y avait eu les débats là. Et par contre, on avait eu des débats, des discussions dans l'entreprise en 2008-2009, au moment de la crise financière. Parce que là, je me souviens que beaucoup de salariés étaient inquiets pour leur épargne, pour le fonctionnement de l'économie en général. Donc là, on avait des débats macroéconomiques, mais sinon, c'est assez rare. Alors, si je vous posais la question, c'est parce que bon, vous êtes un communicant. Il y a des patrons qui ne communiquent pas ou qui font communiquer par d'autres. C'est la raison pour laquelle je m'imaginais que de temps en temps, vous organisiez des réunions et que vous expliquiez, en le vulgarisant, toutes les choses qui ne sont pas faciles à comprendre pour le commun des mortels. C'est déjà la première des choses, ce qu'on essaye de faire dans l'entreprise, c'est de faire de la pédagogie sur l'économie, mais la microéconomie, l'économie de l'entreprise. Parce que les questions macroéconomiques, d'abord, c'est très intimement lié aux questions politiques. On vient de le voir là, sur ces thèmes-là. Donc aborder ça dans l'entreprise, c'est aussi quelque part mettre en avant des enjeux politiques. Et moi, j'ai pas envie. Je pense que les opinions de chacun sont respectables et que le lieu de l'entreprise, c'est pas un lieu dans lequel on peut débattre de ça. Par contre, les questions microéconomiques sur c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi la marge d'entreprise, là, on fait en sorte de pouvoir expliquer ça aux collaborateurs parce que tout le monde doit être capable de comprendre quand ça va bien ou quand ça va mal, pourquoi, comment, quelle incidence ça a derrière. Un exemple très concret, on a signé, alors il y a très longtemps maintenant, mais un accord d'intéressement qui fait que l'intéressement à l'entreprise, les salariés, chaque année, on leur explique pourquoi il y a un intéressement ou il n'y en a pas. Ça fait de la pédagogie et on se plaint assez, je suis assez d'accord, il y a un manque de culture économique dans ce pays. Je crois qu'il faut commencer, plutôt que de commencer par des grands enjeux qui seraient est-ce que l'euro, le FMI, les talons or ou autres sont des enjeux de demain, déjà touchons du doigt ce que les gens ont tous les jours sous la main, c'est-à-dire leur travail, leur entreprise. Certains vous diront que pour communiquer, il y a quand même les partenaires sociaux, les syndicats, les comités d'entreprise, mais que ça ne suffit pas, effectivement. Alors bon, maintenant, en tant que président de la CCI, en tant que chef d'entreprise, en tant que consommateur, votre point de vue sur la TVA à 7? Vous savez, de 5,5 à 7, j'ai entreprise dans le bâtiment, donc on est aussi touché de ce point de vue-là. J'ai la chance de pouvoir dire que ce n'est pas les 1% et demi de plus qui vont modifier ma consommation. Je comprends et j'admets qu'il y a des personnes pour lesquelles ce soit un impact. Je dois avouer que pour moi, ça ne le sera pas forcément.
Alors, d'une manière un petit peu plus générale, je disais tout à l'heure que vous étiez un communicant. Les semaines portes ouvertes à la CCI, ça sert à quelque chose? Alors les semaines portes ouvertes à la CCI, c'est la première année qu'on avait fait cette semaine-là. Oui, ça sert à quelque chose parce que on a un taux de notoriété qui est mesuré chaque année, qui est assez fort. Mais malgré tout, il n'est jamais assez fort et je crois qu'on ne fait jamais assez d'efforts pour s'intéresser à ses clients. Alors nous, on a des clients en particulier, on appelle ça des ressortissants, puisque une chambre de commerce industrie, par définition, existe même si elle n'a pas de clients. Depuis très longtemps, ici, dans cette chambre, nous avons fait le pari que c'était l'appui aux entreprises qui était primordial. Alors il y a d'autres chambres dans lesquelles c'est la représentation. Nos amis et collègues de Paris, eux, sont beaucoup plus portés que nous là-dessus. Pour donner un exemple, 82% des collaborateurs ici à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne sont tournés vers l'appui aux entreprises. L'exportation, l'innovation, l'intelligence économique, le social. Toutes ces questions-là, nous les traitons ici. Donc les journées portes ouvertes, c'est un moyen de dire à l'ensemble des ressortissants, il y en a 43 000 dans le département, voilà, votre chambre, puisque c'est votre chambre de commerce industrie, vous accueille, venez voir, il y a des manifestations qui ont été faites pour ça, on a même ouvert un samedi matin pour accueillir plus spécifiquement les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises. Oui, je crois qu'on a une vocation, enfin, on a une mission de service public, une délégation par l'État sur un certain nombre de missions, mais on a aussi une vocation qui est de faire en sorte que les entrepreneurs se retrouvent ici. Je ne sais pas si c'était vous ou votre prédécesseur qui regrettiez à un moment donné que les entreprises, les départements n'avaient pas tout le réflexe CCI. Oui, mais parce qu'on peut toujours s'améliorer, faire mieux, et l'idée de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle ici le premier réflexe, faire en sorte que le premier réflexe du créateur, du porteur de projet, de l'entrepreneur, ce soit de se tourner vers la chambre de commerce pour répondre à ces questions. On travaille toujours là-dessus. Ouais. La semaine dernière, vous étiez aux côtés de Christian Schöttl pour accueillir Hervé Morin, candidat du centre, et les maîtres mots ont été satisfaction du dispositif emploi. Alors, on n'a pas très bien compris à quoi servait cette espèce de brainstorming qui vous a réunis. Non, Christian Schöttl a voulu mettre en avant et expliquer à Hervé Morin ce que la communauté de communes du Pays de Limours faisait au niveau de l'emploi. Et comme nous avons, nous, un partenariat avec la communauté de Parce que communes c'était très spécifique au Pays de Limours, il y a un service emploi Voilà. qui est performant, qui fait des choses assez innovantes. Il voulait le montrer à Hervé Morin. Il se trouve que nous avons ici un partenariat avec la CCPL sur ces questions-là. Donc, je suis allé présenter, moi je ne suis pas allé à une réunion politique, je suis allé présenter ce que la Chambre faisait, comment on accompagnait la CCPL là-dessus et quelles étaient les actions qu'on avait en commun. Voilà, je pense que c'est bien. Vous disiez que je suis un communicant, je pense qu'on est dans un monde dans lequel il faut communiquer. Faire des choses c'est bien, les faire savoir c'est mieux. Ouais. Alors, on parlait du Grand Paris tout à l'heure, donc l'importance de se restructurer et d'élargir un petit peu les frontières. Un petit mot sur cette desserte de ligne à grande vitesse Paris-Orléans, Clermont-Ferrand-Lyon. Important. C'est important si on arrive à faire en sorte que l'Essonne soit partie prenante du projet. C'est important pour le territoire, ça fait quand même des années qu'on pense que la France doit être un peu désenclavée à certains endroits. On a la chance ici d'être à la fois proche et loin. Alors c'est une chance ou une contrainte, surtout qu'on doit aller travailler à Paris tous les matins, comme certaines personnes le font. Mais voilà, c'est des projets structurants pour l'avenir. Là aussi, les acteurs économiques que nous sommes, les acteurs politiques, tout le monde doit se battre pour faire en sorte qu'on puisse en tirer quelque chose. On ne sait pas ce que ça amènera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand les premières lignes TGV ont été faites, aujourd'hui on voit très bien, quand Marseille a été desservie, on voit le boom économique que ça a été. On le voit ce que c'est aujourd'hui avec l'Est. Demain avec cette ligne Paris, Orléans, Clermont, Lyon. Si l'Essonne peut en tirer quelque chose, c'est aujourd'hui que ça se décide. C'est pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui. On a bien compris, il ne fallait pas faire du surplace. Alors fin octobre, avec en toile de fond l'ouverture du terminal à conteneurs d'Evry, vous organisiez une matinée dédiée au transport fluvial afin d'expliquer aux chefs d'entreprise les avantages de ce mode d'importation et d'exportation par bateau. Alors Audrey Coll était sur place, je vous propose de regarder son petit reportage, on en parle après. Ouvert en septembre dernier, le terminal à conteneurs d'Evry a prouvé qu'il pouvait être une véritable alternative au transport routier avec un trafic de 4000 conteneurs pour cette première année. La première ville de l'Essonne, située idéalement entre l'autoroute et la francilienne, est au cœur d'un territoire économique et logistique majeur d'Île-de-France.
On a une véritable prise de conscience à la fois des entreprises, des milieux économiques et puis une prise de conscience, je dirais, sociétale sur l'enjeu qu'il y a à développer des modes de transport alternatifs à la route. Le tout camion s'est révolu et donc le transport fluvial, je crois, est de plus en plus connu et reconnu comme une solution compétitive et comme une solution d'avenir. Le transport fluvial est également un gain significatif en matière d'environnement, notamment en termes de consommation de carburant, de prix, mais aussi de formalités douanières et de sécurité. Pour ces chefs d'entreprise qui importent et exportent, la notion de développement durable est importante. On sait que le transport fluvial, c'est un transport qui est très économe au niveau des énergies renouvelables, qui est peu soumis aux fluctuations, par exemple, du pétrole, alors que le transport routier l'est beaucoup. Et sans opposer l'un à l'autre, on voit bien qu'il y a des secteurs, il y a des métiers, il y a des activités pour lesquelles ce mode fluvial est une vraie réponse, une vraie alternative. Cette réunion a permis d'informer sur les avantages du transport fluvial, mais aussi de valoriser le port d'Évry, qui à terme pourrait devenir plus important et par conséquent s'agrandir. Bien alors évidemment, le transport fluvial, on vient de le voir, ce n'est pas quelque chose qui vous laisse indifférent. Non, c'est pour ça qu'on avait organisé avec le port autonome de Paris toute cette manifestation. C'est un transport alternatif. On a la chance d'avoir un port à Évry et un port dans lequel les investisseurs veulent justement continuer le développement. On s'associe à ça parce qu'il y a beaucoup d'industriels sur le territoire qui sont intéressés. On est en train de travailler à voir comment on pourrait avoir une forme de... On a une bourse des locaux qui existe ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une bourse de transport fluvial parce que vous avez l'offre, la demande. Comment on fait matcher ça? C'est une réflexion qu'on a en cours. Là aussi, c'est un atout de l'Essonne d'avoir ce port à Évry avec toute la desserte à côté, la francilienne, la 6 à côté. Servons-nous-en. Un mot quand même sur Elio Corbeil, qui vous intéresse particulièrement. On sait que pas mal d'élus, de personnalités sont derrière les salariés qui ne veulent pas évidemment abandonner cette imprimerie. Vous aviez d'ailleurs reçu ces salariés, je crois. Oui, j'ai les salariés qui sont en phase de reprise d'entreprise sont venus ici, je les ai reçus. Ils souhaitaient, comme toute entreprise du département, savoir comment la CCI pouvait les aider. Je pense, c'est à la fois emblématique du département, Elio, c'est aussi un projet industriel à mener à terme. Donc, pas plus, mais sûrement pas moins que toute entreprise, on va faire en sorte que les services de la Chambre puissent être mobilisés pour que ce projet aille à son terme. On a l'impression que vous, exprès, vous partez dans plein de directions de manière à ce que la CCI soit encore plus rythmée qu'elle ne l'était. Par exemple, j'en veux pour preuve la fameuse pépinière Génopole Entreprise qui inaugurait ces nouveaux laboratoires. Là également, vous êtes dans le... Oui, non, mais ça, la Chambre a toujours été très active sur beaucoup de choses. Je ne vais pas tirer la couverture à moi. Les projets dont on a parlé là ont été initiés depuis bien avant que je sois à la tête de la Chambre. Non, mais je crois que c'est dans l'ADN de cette Chambre. Si vous voulez. C'est dans l'ADN de faire en sorte qu'on soit au service d'entreprise, qu'on développe le plus de services possibles, le plus de possibilités pour les ressortissants essonniens. Je crois que c'est un rôle majeur. Ça fait très longtemps que cette Chambre de commerce-industrie a pris ce parti-là. Ce n'est pas le cas de toutes les chambres, c'est vrai, on le voit aujourd'hui avec nos collègues dans l'Île-de-France ou quand on va un peu partout sur le territoire. Moi, je crois que c'est une grande fierté de pouvoir être à la tête d'une chambre qui est au service des entreprises, je vous le disais, 82% des collaborateurs ici qui sont tournés vers l'appui aux entreprises. L'économie est diverse aujourd'hui, que ce soit Génopole qui est un centre majeur, là aussi un atout, que ce soit le transport fluvial dont on parlait, que ce soit la reprise d'Elio au travers d'une scope, c'est l'économie. L'économie, c'est plus noir et blanc comme avant, c'est plus monocorde. Aujourd'hui, on est dans un monde à la fois ouvert, très complexe, très divers. On se doit d'accompagner avec l'ensemble des palettes qu'on a à disposition ici, toute cette diversité. On va terminer. Dernière question. Le magazine Entreprise faisait récemment un dossier sur les villes où il fait bon innover. Dans le palmarès 2011, des villes qui encouragent les entreprises. On ne cite pas beaucoup l'Essonne. Bon, ce sont des grosses villes, des grosses métropoles généralement, mais... Oui, mais pourtant, je pense qu'on a tous les atouts, là encore, pour faire en sorte que l'innovation et le cadre de vie, parce que ça va avec, puissent se développer. On a le Génopole, on a bien sûr le plateau de Saclay, on n'a pas parlé, mais qui est un investissement majeur pour les années à venir. Et dans le plateau de Saclay, vous avez à la fois de la matière grise, vous allez à la fois de l'industrie, et puis vous avez un cadre de vie avec. Pour avoir visité la Silicon Valley et les campus qu'il y avait là-bas, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. On a la chance de pouvoir le refaire ici. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça, le Génopole ici et tout ce dont on a parlé, c'est un atout, c'est la chance de l'Essonne de pouvoir tirer son épingle du jeu dans la compétition
mondiale, parce qu'on n'est pas là en train de se battre contre nos voisins, les territoires à côté. On est en compétition mondiale, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Thomas Chaudron, il ne me reste qu'à vous remercier de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ce qu'est l'économie en général et notamment dans le département. Nous nous retrouverons pour une nouvelle Attitude 91, mais cette fois version politique, d'ici une quinzaine de jours. Merci une fois de plus de vous avoir suivis.